Sur les traces du temps, qui de mieux pour me renseigner que Romuald Leterrier, chercheur indépendant en ethnobotanique. Lors d'une de ses expéditions, Romuald Leterrier rencontre le chaman Don Ernesto, spécialiste de l'univers des rêves. Tiens donc. C'est en sa compagnie qu'il se propulse au-delà de l'univers, au-delà du temps. À travers son métier, à travers le yiking, à travers sa vie, Romuald Leterrier expérimente depuis ce temps, ses boucles, ses synchronicités, ouvrant même dans son dernier ouvrage, Assomption, les portes de l'au-delà. Romuald Leterrier, bonjour. Vous êtes chercheur indépendant en ethnobotanique. Vous étudiez les liens existants entre les plantes et les modes de vie des peuples premiers. Dans la vingtaine, vous découvrez l'auteur américain Terence McKenna et certaines de ses théories sur les drogues psychédéliques qui permettraient d'offrir une autre compréhension de l'existence humaine. L'écoulement du temps qui alternerait période de changement puis habitude, à l'image du yiking, dont nous parlerons plus tard, sans oublier le tronc commun existant entre les anciens savoirs du monde recoupés par les connaissances scientifiques moderne. Plus tard, vous découvrez les travaux de Jérémy Narby, docteur en anthropologie de l'université de Stanford, avec son livre Le serpent cosmique. L'ouvrage mentionne que les connaissances botaniques des peuples de l'Amazonie, admirées par les scientifiques occidentaux, proviennent d'hallucinations provoquées par certaines plantes. Est-ce que ce sont ces lectures qui vous donnent envie de partir à la découverte de l'Amazonie péruvienne au début des années 2000 ? Oui, parce qu'au départ, je faisais des études plus au niveau anthropologique sur les aborigènes d'Australie. Et j'avais déjà aussi, moi, remarqué des similitudes entre les peintures aborigènes et des motifs organiques. Ça ressemblait à des chromosomes, ça ressemblait à des mitochondries, enfin des choses qu'on retrouve dans l'appareil cellulaire. Et je découvre Jérémy Narby à la Fnac. Je prends un bouquin qui attire mon attention, Le serpent cosmique, et je tombe sur un chapitre qui s'appelle, je me souviendrai toujours, c'était Mythes et molécules. Et là, ça a été pour moi une sorte de flash, de révélation. Je me suis dit, mais tiens, cet homme semble avoir compris le lien entre les mythes, ou remarqué le lien entre les mythes et effectivement des structures biologiques ou moléculaires. Et j'ouvre un peu le livre et je feuillette et je vois qu'il y a effectivement des photos d'ADN couplées à des serpents, des lianes, d'ayahuasca et tout ça. Et là, je me dis, waouh, il faudrait quand même que j'investigue ce champ de recherche. C'est ce qui m'a effectivement motivé à partir en Amazonie, bien sûr. Oui. Lors de votre expédition, vous rencontrez un peuple vivant au bord du rio Ucayali, les Indiens Shipibo-Conibo, qui utilisent dans leur pratique chamanique le breuvage ayahuasca composé de lianes, dont les éléments permettent à la substance hallucinogène contenue dans les feuilles de l'arbuste chacruna de devenir active. Rapidement, vous saisissez que vous allez devoir en passer par l'expérimentation de plantes de vision pour les comprendre. Vous n'étiez pas très rassuré à ce moment-là ? Je connaissais par la littérature, j'avais beaucoup lu sur l'ayahuasca, mais j'avais pas encore expérimenté. Et quand j'ai voulu expérimenter, les chamans m'ont dit, Romuald, il y a qu'une seule solution, tu peux pas rester en dehors de l'expérience, il faut vraiment prendre ces plantes de vision. La première fois, j'avais très peur, parce que, effectivement, la littérature insistait sur des désagréments, à la fois physiques, cognitifs, mais tant qu'on n'a pas fait l'expérience, en fait, on peut pas savoir ce que c'est que l'ayahuasca. Et moi, j'avais quand même aussi, à cette époque, l'idée que c'était un peu comme une télévision dans la forêt, comme disait Jérémy Narby, et donc on se mettait tranquillement dans le noir, et puis qu'à un moment, des visions allaient s'ouvrir et qu'on allait voir comme des films en 3D. Et j'ai été très surpris de me rendre compte que non seulement le film il est en 3D, effectivement, mais il est d'abord dans le corps. Et c'est très désagréable au début, parce qu'on a l'impression effectivement de sensations d'accélération, de vibrations dans le corps, de tremblements, et puis la sensation que le corps va mourir. Donc ça génère une peur, et du coup les visions se transforment en des choses un peu plus négatives et qui font encore plus peur, parce que plus on a peur et plus c'est sombre. Donc à un moment il faut arriver à lâcher prise réellement, et puis à ce moment-là effectivement d'accéder au monde visionnaire. Donc c'était une expérience, les premières ont été difficiles pour moi, mais après je me suis habitué à ce phénomène et j'ai très vite appris à lâcher prise, et je pense qu'aujourd'hui je dois être à plusieurs centaines de cérémonies depuis une vingtaine d'années. Voilà. Moi je prends beaucoup moins qu'avant, mais il y a eu un moment c'est très intensif, bien sûr. De retour chez vous, à Sedan, vous regroupez le fruit de vos réflexions et expériences sous le titre Chamanisme et ADN, que l'on peut considérer comme les prémices de vos 3 premiers livres, qui s'étaleront de 2001 à 2010, l'enseignement de l'ayahuasca, qui connaîtra plusieurs rééditions et actualisations, les plantes psychotropes et la conscience, et la danse du serpent. Vos thèmes de prédilection s'y télescopent, une étude croisée entre symboles graphiques tribaux et structures biologiques, la façon dont les Indiens Shipibo-Conibo perçoivent le temps à partir de l'observation des cycles de la nature et des planètes, et surtout l'hypothèse de l'existence d'une conscience végétale porteuse de connaissances. L'intelligence collective des végétaux a depuis été étudiée par la science, mais avec le recul, on peut dire qu'émettre cette hypothèse au début des années 2000, c'était assez novateur comme idée, non ?
C'était complètement à contre-courant, même. C'est-à-dire que comme moi j'ai commencé en tant qu'ethnobotaniste à proposer un modèle inspiré des végétaux, c'est-à-dire d'empreinte de la cognition humaine par les plantes, comme elles sont capables d'emprunter aussi la mobilité à certains animaux pour leur reproduction, je me suis dit effectivement elles n'ont pas de système nerveux et peut-être qu'elles essaient d'emprunter la cognition comme elles peuvent emprunter la mobilité à certaines espèces. Et donc je suis parti sur un modèle d'histoire d'interface neurovégétale et de commencer à parler de cognition végétale, alors qu'à cette époque-là, c'était impossible. N'importe quel botaniste vous aurait ri au nez, vous aurait pris pour un fou. L'histoire a fait qu'au final, on n'en est pas encore à émettre des théories vraiment d'interface neurovégétale, mais on s'en approche. Mais en tout cas, on reconnaît aujourd'hui aux plantes de l'altruisme, de la communication, des sens de perception, des sens de réflexion, puisqu'on a même la possibilité de penser, d'interagir, de prévoir l'avenir, d'adapter les stratégies de défense et de les communiquer aussi aux autres plantes. On parle vraiment aujourd'hui de cognition végétale. Alors que quand j'ai commencé à travailler sur ça, oui, il y a certainement de ma part un côté pionnier dans ça, mais je me suis senti tellement seul à un moment à ce niveau-là que j'ai préféré travailler sur d'autres sujets et mettre ça un petit peu en attendant que la science s'ouvre de plus en plus et découvre des passerelles avec mon travail. Ouais. Ouais. En 2008, alors que vous vous interrogez sur le temps et la réalité, vous rencontrez sur les conseils d'un ami un chaman du nom de Don Ernesto, spécialiste de l'univers des rêves. Il vous prépare de l'ayahuasca qui vous propulse au-dessus de l'univers, au-delà du temps. Là, vous apercevez une entité ressemblant à un serpent qu'une voix dans votre esprit nomme Ondulien. Cette vision sera le point de départ de l'ouvrage Se souvenir du futur, coécrit avec Jocelyn Morisson et Philippe Guimand. Vous comprenez que ce serpent engendre par ses ondulations les différents niveaux de réalité. Est-ce que vous pensez avoir atteint durant cette expérience une autre dimension, l'absolu, la pure conscience dont les mystiques indiens parlent, celle qui se trouve au-delà du maya, l'illusion qui nourrit les personnes, s'identifiant à leur corps et à leur mental ? Alors je pense que cette vision, en fait, c'était une métaphore. C'était vraiment, pour moi, c'était comme un cours. C'était vraiment un cours à la fois généré par Ernesto et à la fois par l'esprit de la plante, de me faire comprendre, en fait, ces histoires de lignes temporelles, de changement, en fait, de bifurcation de lignes temporelles, à une époque où, en fait, je ne connaissais pas Philippe Guillemont, et à une époque où il n'avait pas encore écrit La Route du Temps. Donc, lui n'avait pas encore formulé non plus ses idées. Et donc, forcément, moi, j'ai pas su quoi faire de ça à un moment. J'ai fait des dessins, des trucs, mais je n'avais aucun cadre théorique ou scientifique pour pouvoir expliquer ces visions. Et je comprenais pas, en fait. Donc, c'est après, en 2012, avec une drôle de synchronicité, parce que c'est mon futur co-auteur Jocelyn Morisson qui écrit un article sur Philippe Guillemont, et La Route du Temps dans le magazine Nexus, et c'est là où je découvre les travaux de Philippe et que je décide de le contacter. Voilà. Donc, je pense que à ce moment-là, je sais pas si je suis sorti en dehors de l'espace-temps pour voir les lignes temporelles, mais en tout cas, la plante m'a montré des choses que j'ai pu raccrocher moi dans le futur, effectivement, à un modèle théorique. Voilà. Ouais. En 2012, lors de la 9e édition du Festival international des arts et des sciences visionnaires Chiméria, que vous co-organisez à Sedan avec votre maman, Marilène Leterrier, vous invitez le physicien Philippe Guimand, auteur du livre La Route du Temps. Vous lui parlez de votre vision de l'ondulien. Il interprète comme le processus de création de la réalité physique à tous les niveaux du réel, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, une création hors du temps. Il faut préciser que Philippe Guimand n'est pas le seul physicien à s'aventurer dans des recherches au-delà du temps. Le professeur de physique Régis Dutheil, par exemple, dans son livre L'homme super lumineux, sorti il y a déjà 33 ans, nous demandait d'imaginer l'univers comme un vêtement et l'humanité comme une poussière sur la doublure du vêtement. Cette doublure serait la réalité du corps physique et du temps chronologique, mais une réalité appauvrie et déformée comme peut l'être l'envers d'un vêtement par rapport à son endroit. L'endroit du vêtement, lui, ne serait que conscience, information pure, et verrait les événements s'y produire simultanément, puisque le temps, soumis à des vitesses supérieures à tout ce que nous pouvons imaginer, ne s'y écoulerait plus. Est-ce que, pour reprendre cette image, lors d'états modifiés ou durant nos rêves, on pourrait dire que nous nous trouvons dans une zone intermédiaire entre l'endroit du vêtement et sa doublure, une zone imprévisible, chaotique, qui nous permet d'accéder à des prédictions du futur, des messages de l'invisible, des synchronicités, ces événements qui sont reliés par le sens? Oui, complètement. Et c'est très bien de citer Régis Dutheil qui a fait un travail extraordinaire avec l'homme super lumineux. Moi, de ce que je comprends aujourd'hui, après aussi 10 ans de pratique de création volontaire de synchronicité, c'est-à-dire de créer des synchronicités, je comprends que les synchronicités ne sont pas juste des petits signes de l'univers, c'est pas juste une petite guidance qu'on peut avoir de soi-même ou de son soi avec le futur. C'est beaucoup plus profond. Dans l'acte de synchronicité, il y a vraiment... on appelait les synchronicités dans le temps des coïncidences significatives. Et je pense que les coïncidences sont utilisées depuis toujours par des grands sages, par des mystiques. En fait,
qu'est-ce qu'on fait coïncider dans une synchronicité? On fait vraiment coïncider l'esprit et la matière, la psyché et la physique. C'est-à-dire que ces points de manifestation synchronistique viennent vraiment, en fait, réunir des choses qui sont opposées dans la réalité en apparence, c'est-à-dire séparer l'éternel avec la temporalité, le linéaire avec le circulaire, l'esprit et la matière, l'éternité et le profane. Donc il y a toutes ces dimensions viennent fusionner dans la synchronistique, vraiment. Et ça, il faut qu'on prenne conscience de ça, parce que c'est pas juste une petite guidance de signes de l'univers qui fait des petits clins d'œil et des petits coucous. C'est beaucoup plus puissant que ça. Voilà. Ouais. Est-ce que tout n'est pas synchronicité finalement quelque part? Est-ce que on n'est pas aujourd'hui où on se trouve par un enchaînement quasi ininterrompu de synchronicité? Mais bien sûr que si, parce qu'en fait, quand on est dans des expériences de pleine conscience qu'on peut avoir avec certaines expériences mystiques, par exemple dans l'Advaita Vedanta de l'hindouisme, on essaye d'abolir la séparation qu'il peut y avoir entre le moi sujet et le monde extérieur qui est pensé comme un objet. Et dans certaines illuminations, on se rend compte que qu'est-ce qui existe vraiment, c'est l'expérience, et que dans cette expérience, le monde physique et le monde psychique, c'est la même chose. Et dans l'acte synchronistique, il y a ça qu'on retrouve. C'est justement ce point de jonction de comprendre que, moi par exemple, quand j'ai fait ma première synchronicité, et qu'elle s'est manifestée dans la réalité, j'ai eu une sorte d'extase, de joie profonde. J'en ai même pleuré et ri dans mon jardin. Je suis sorti, c'était la nuit, il pleuvait ce jour-là. Quand j'ai eu ma première synchronicité, j'ai compris un truc. Je me suis dit, mais ta conscience, Romuald, est capable de s'interfacer avec l'univers. C'est-à-dire avec la réalité physique. Et ça change tout. Parce que la vraie magie, c'est d'agir justement sur ces leviers, en fait. Vous appelez Spirit la conscience universelle qui se manifeste dans les synchronicités et les rêves. C'est votre équivalent de l'ange, du guide, du gourou intérieur. Est-ce que tout le monde peut se connecter à cette conscience et comment s'y prendre? En fait, cette conscience, pour moi, elle est à la fois, elle rejoint les concepts un peu jungiens du soi. Le soi, c'est pas un surmoi, le soi. Le soi, c'est à la fois une instance individuelle, plus grande que le moi, mais c'est aussi une instance collective. C'est-à-dire que le moi condense aussi toutes les personnalités et toutes les dynamiques de l'inconscient collectif. Donc, on peut prendre une image d'un saint soufi qui avait expliqué ça au Moyen-Âge. C'est-à-dire, on peut penser, par exemple, que Dieu est un cierge allumé avec une flamme et qu'il y aurait une infinité de miroirs dans lesquels il viendrait se refléter. Ces miroirs, ça serait les êtres humains ou les êtres vivants. Et en fait, si un miroir se casse, la flamme qu'il venait refléter ne disparaît pas. La conscience, du coup, reprend conscience qu'elle est au centre de tout, de l'unité, du soi. Donc, au moment de la mort, quand le miroir se casse, quand le corps se casse, il est possible qu'il y ait ce transfert vers le centre du soi, et en fin de compte que la mort soit une prise de conscience de notre vraie nature intemporelle. Voilà. C'est ça que je comprends aujourd'hui. En 2015, vous vous déconnectez de vos recherches et de vos envies de les poursuivre. Deux choses vous sauveront de la dépression, l'amour de votre fils et la redécouverte du Yiking, une méthode de divination chinoise du premier millénaire avant Jésus-Christ basée sur 64 hexagrammes, ensemble de traits brisés ou continus, pouvant être obtenus en jetant 6 fois 3 pièces de monnaie. Un genre de pile ou face amélioré, diraient les plus cartésiens ou les plus... Voilà. Selon vous, le Yiking, qui évoque la transformation incessante de l'univers partagé entre deux forces, le yin, féminin intuitif, et le yang, masculin actif, ne communique pas des informations sur le futur, il crée le futur. Poussant plus loin encore cette idée, vous mettez au point Synchronicity, un système de cartes à tirer de manière aléatoire pour créer des synchronicités. Est-ce que le Yiking, un oracle ou le tarot tirent leurs prédictions d'une conscience ou entité qui nous dépasse, ou est-ce que ces outils font apparaître dans notre présent un avenir potentiel ? Alors c'est les deux, c'est-à-dire que effectivement il y a notre propre constat à nous dans le futur de la véracité des tirages de cartes, de tirage des hexagrammes aussi pour le Yiking, et en même temps il y a aussi une dimension performative de ces outils qui non seulement sont des outils de prise de décision, c'est-à-dire qui nous permettent de faire des choix en conscience, mais quand on fait ces choix, on active des lignes de temporalité. Donc ça veut dire que ces outils sont aussi les outils qui sont les outils de voyage, parce que nos intentions réalisées dans le futur sont des destinations. Donc un Yiking est aussi comme un vaisseau, comme un avion, comme un train, comme une soucoupe volante. C'est-à-dire que ça nous permet non seulement d'activer des lignes temporelles, mais aussi de voyager dans ces lignes temporelles pour rejoindre nos intentions.
Oui, les Chinois disent que c'est aussi un peu comme un sextant. Oui, c'est vrai, bien sûr. Oui, évidemment, c'est à la fois la boussole et le véhicule. C'est ça, dans ce souvenir du futur, vous mettez en garde vos lecteurs contre la vision de la loi de l'attraction façon New Age US, popularisée dans le livre Le Secret, qui voudrait que pour attirer notre réussite et notre enrichissement, il suffit de le vouloir en concentrant notre esprit dessus. Si nous échouons, c'est parce que nos pensées ne sont pas assez positives et puissantes. Quel est votre sentiment sur cette vision simpliste et un peu culpabilisante ? Alors des fois ça marche, et quand ça marche, je pense que les gens à leur insu ont utilisé des processus de rétrocausalité en fait, sans s'en rendre compte. Ça, je pense qu'on est. Alors on a eu un petit peu un faux procès avec Jocelyn. C'est surtout Jocelyn qui avait écrit sur ça. Il s'est fait un peu allumer plusieurs fois, mais au final c'est un faux procès parce que nous en fait la loi d'attraction, on considère pas que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. On pense que ça fonctionne, mais pas dans sa version simpliste de se dire il suffit que je visualise bien quelque chose pour l'avoir, ça ne suffit pas. Ça clairement c'est pas possible. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi parce que notre inconscient est plus grand que notre conscient et que donc ce que l'inconscient décide, on n'est forcément pas conscient et que donc on ne peut pas attirer quelque chose que notre inconscient ne voudrait pas. C'est très juste. Et d'ailleurs, dans les ateliers que je pratique, quand je fais associer des synchronicités à des intentions aux gens, je leur demande d'abord d'émettre une intention d'amorçage pour se relier justement à l'attracteur du futur. Et cette intention d'amorçage, ils le font d'abord consciemment. C'est déjà difficile, parce que quand on est devant le génie de la lampe de poser une intention, il y a beaucoup de gens qui ont des désirs toute la journée, mais quand on est obligé d'avoir un désir qui va avoir une incidence dans l'avenir, ça pose souvent un grand questionnement et un grand vide. Mais après, ce que je leur fais, je leur dis, écoutez, maintenant on va aller tester votre intention, maintenant d'un point de vue de l'inconscient. On va voir si l'inconscient, lui, il est en justesse avec ça. Parce que effectivement, si votre désir conscient est une projection, l'inconscient, lui, va pas réagir. Et pour qu'il y ait vraiment dans le futur la réalisation de ce souhait désiré, il faut vraiment qu'il y ait une adéquation entre l'intention, qui soit une intention consciente, avec une intention inconsciente. Voilà. Il faut qu'il y ait vraiment un équilibre entre les deux. Ouais. Il y a un autre passage que j'aime beaucoup dans ce souvenir du futur. Vous expliquez avoir laissé volontairement une partie de votre potager en friche, mettant en application les paroles de Don Ernesto qui conseille pour obtenir un équilibre de laisser la moitié de son terrain à la nature afin qu'elle donne une bonne récolte et des signes. Vous tombez malade en mai 2016 et là, une puissante synchronicité vous submerge. Oui, alors ça pour en revenir avec Ernesto, il avait dit il faut partager la nature. Donc il faut vraiment lui laisser une partie qu'on délègue aux esprits de la nature, qu'on accepte que ça soit de la friche. Ça m'a valu pas mal de critiques dans mon village parce que tout le monde passe sa tondeuse, son machin, des arbres bien taillés. Et moi, on me disait, c'est la maison du sorcier là-bas où il y a plein de broussailles, de ronces. Et ça m'a effectivement, oui, ça m'a aidé parce qu'en fait, je tombe malade et j'avais les plantes pour me soigner dans la broussaille que j'avais laissée en fait. Et ça j'ai trouvé ça incroyable. Alors j'ai effectivement pris les plantes et je me suis soigné. J'ai trouvé quand même fou que, en réponse parfaite à ma pathologie, il y avait dans le talus où j'avais laissé la brousse les remèdes. Si j'avais taillé tout ça, j'aurais jamais vu qu'il y avait les remèdes ici devant mes yeux, quoi. Ouais. Vous retrouvez Jocelyn Morisson pour le livre Tout est relié, qui part du postulat qu'on a l'impression que le monde semble divisé, l'humain coupé de la nature, la science qui sépare matière et esprit, or nous rêvons d'unité. Est-ce que le seul moyen d'atteindre l'unité est de relier la dualité et d'englober le tout? Et là on en revient encore au Yiking, avec le yin-yang, et non le yin et le yang, qui est un seul mouvement, une unité. C'est d'englober tout ça justement. Oui, il faut que de plus en plus de gens prennent conscience en fait que cette réalité, c'est ce que j'aborde aussi dans le livre avec Laurent Kasprovic, Phénomène, qui est un ouvrage collectif, qui essaie de montrer qu'en fait cette réalité est un tout psychique, qu'elle est psychophysique. Elle n'est pas entièrement matérielle, elle n'est pas non plus entièrement psychique. C'est les deux. Mais de voir que si les gens de plus en plus sont capables d'avoir ces interactions psychophysiques, ils vont se rendre compte que cette vision n'est pas matérielle. Et donc que tout le paradigme matérialisme, non seulement s'écroule, mais ne fonctionne pas. En fait, on pourra vraiment aller vers une ère post-matérialiste quand les gens, régulièrement, auront expérimenté tous les jours qu'il n'est pas matérialiste. Et ça se fera tout seul. Il n'y aura pas du jour au lendemain un changement de dire ça y est, on change d'air, du matérialisme au post-matérialisme. On va vraiment avoir il y a une accélération qui se produit aujourd'hui, mais on va avoir un changement sociétal quand même progressif. Oui.
Dans votre dernier ouvrage, écrit en collaboration avec Yann Kounen, Métavers, les mondes virtuels pouvant être partagés par plusieurs utilisateurs en même temps, vous demandez si les technologies peuvent nous aider à comprendre les grandes questions de l'existence, où se trouve la conscience, la vie après la mort, le monde est-il une illusion, qu'est-ce que Dieu? Et vous écrivez que la finalité du métavers est peut-être de devenir une expérience de rêve collectif. En poussant ce raisonnement plus loin, est-ce qu'on pourrait considérer l'univers comme un métavers naturel dans lequel nous sommes tous immergés sans le savoir? C'est le titre du livre. En tout cas, c'est Yann même qui a trouvé le sous-titre. Parce qu'en fait, et s'il avait toujours existé, c'est la question qu'on pose naturellement parce qu'on pense qu'en fait que les technologies qu'on développe de façon numérique, réalité virtuelle, systèmes de communication, réseaux sociaux et tout ça, on pense qu'on peut les construire et les concevoir dans la réalité matérielle parce qu'en fait, c'est des choses qui sont déjà en nous de façon inhérente à notre évolution. Gilbert Simondon, qui était un philosophe français, disait qu'en fait toutes les technologies qu'on a créées sont le reflet quelque part de notre aptitude biologique. Et donc toutes ces technologies, si on crée des mondes virtuels et tout ça, c'est parce qu'en fait c'est comme ça que la réalité elle est, mais on le sent de façon instinctive. Donc c'est dans l'instinct. On a la vision de ces choses-là, mais nous, comme en Occident, par matérialisme, on a fait un pacte avec la matière, on les retranscrit par le biais d'une technologie physique. Mais bien sûr que les choses, pour nous, existent de façon naturelle. Et d'ailleurs, Yann parle à un moment non pas de l'intelligence artificielle dans le livre, mais de l'intelligence naturelle, dans le sens des écosystèmes qui sont comme des systèmes de pensée, comme des forêts qui sont conscientes, des choses qu'on aborde d'ailleurs dans le livre. Donc, nous, on pense que par contre, il faut se réapproprier ces outils numériques parce qu'aujourd'hui, ils sont un peu délégués à des milliardaires qui font leur sauce avec tout ça aux dépens du collectif. Mais ça, c'est quand même des extraordinaires outils. Par exemple, les peuples aborigènes ont été les premiers à très très bien utiliser Internet parce que pour eux, leur site totémique sacré fonctionnait comme des hyperliens, par exemple. Donc cette logique-là leur a paru très très vite complètement cohérente pour eux en fait et très facile d'accès. Ouais. Romuald Leterrier, merci. On arrive au terme de cet entretien. Alors j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à l'invité. Quelque chose que j'aurais oublié de demander ou quelque chose à dire pour conclure? Eh bien, je pense qu'on va progressivement vers un grand changement. Moi, j'appelle ça la grande conjonction. Je pense que le monde spirituel et le monde physique vont finir par se rencontrer. Il y a deux ismes qui sont en train de se construire. Un qui est ascendant, qui est le nôtre, là, que tout ce paradigme qu'on est dans le changement, et en même temps, il y a une réalité spirituelle qui vient répondre. Donc je pense que d'ici quelques années, on aura des changements très importants, et malgré les tressautements de la bête, c'est-à-dire les guerres, les pandémies, tout ensemble de crises systémiques qui sont aujourd'hui en place, je pense qu'on va vers du beaucoup mieux, et moi je suis très optimiste. Il faut garder l'espoir. Voilà, ça serait le mot de la fin. Merci beaucoup.